Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto. Cette semaine, on va vous présenter deux voitures quand même relativement populaires sur le marché, des voitures à caractère sportif. Bien sûr, la Volkswagen Golf R qui s'est refait une petite toilette pour cette année et la Subaru BRZ qui, elle aussi, a subi quand même quelques transformations notoires. On va bien sûr parler avec Benoît Charette à son atelier branché et on va terminer l'émission, bien sûr, avec votre actualité. Mais d'entrée de jeu, place à la Volkswagen Golf R 2022. Ah, la Golf R! S'il existe une voiture qui respecte les amateurs de conduite, c'est bien elle. Bien que par les temps qui courent, Volkswagen concentre ses efforts sur la commercialisation des VUS et des voitures électriques. Mais elle n'a pas oublié de nourrir les passionnés. La Golf est peut-être morte sur notre marché, mais les GTI et R demeurent encore bien en santé. Du moins pour le moment. Et pour la 8e génération, Volkswagen tente de pousser la donne encore plus loin. Mais la MK8 peut-elle détrôner la MK7? Mais je comprends pas. Je comprends pas quoi, là? MK8, MK7. OK. MK7, 7e génération, MK8, 8e génération. OK, mais pourquoi que la MK8 serait pas meilleure que la MK7? La MK7, c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde, la meilleure au monde. La meilleure au monde. En effet, la Golf de 7e génération fut très appréciée, tant par ses propriétaires que par la presse automobile. Elle a un bel équilibre entre polyvalence, confort et sportivité, le tout enrobé d'une qualité de construction sans reproche et d'une échelle de prix, somme toute, raisonnable. Les versions GTI et R ont également été adorées par les amateurs de performance. C'est grâce à ces modèles que la Golf figure aujourd'hui au sommet des compacts sportifs. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle génération? Volkswagen altère un peu le design, sans toutefois lui retirer les proportions tant adorées de l'ancienne. Le format elle-même ainsi que la motorisation. Mais c'est surtout sur le train avant que les choses changent. Il y a un drift mode dessus. Un quoi? Un drift mode comme dans Fast and Furious, tu peux faire des dérapages contrôlés avec. Ça ne prendrait pas un char propulsion? La Golf R est 4 roues motrices. Elle est dotée d'un ensemble d'embrayage sur le différentiel arrière, ou appelé aussi clutch pack. Ça permet de transférer la puissance du train arrière de gauche à droite, permettant ainsi à l'auto de déraper. En effet, ce nouveau différentiel ajoute plus de flexibilité quant aux performances de cette hot hatch. En plus du mode drift, Volkswagen intègre un mode Nürburgring qui calibre le différentiel, la suspension, la transmission et la direction pour un circuit de course. La Golf R est également plus puissante qu'avant, mais juste un peu. Son 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres déploie maintenant 315 chevaux au lieu du 292 du passé. Le couple reste le même pour la boîte manuelle à 6 rapports. Si vous choisissez la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, le couple de la Golf R grimpe à 295 livres-pieds. La Golf R est donc toujours hautement amusante à conduire, rapide, bien calibrée pour la piste et les routes abîmées du Québec. Sans oublier qu'elle est tout aussi pratique que certains VUS. Et quand vous prenez l'automatique, vous avez accès au départ canon. Il suffit juste de désactiver le traction control. Il s'agit donc de la sportive parfaite, si ce n'était pas de son niveau d'ergonomie totalement raté. OK, attends un peu. Là. Ça, c'est le son. La Volkswagen Golf R a un système multimédia et des commandes inutilement complexes, ce qui la rend parfois plus irritante qu'amusante. Alors, vous voyez ici les commandes pour l'air climatisé. Eh bien, c'est touch, il n'y a aucun bouton. Et en plus de ça, la nuit, aucune lumière. Alors, bonne chance pour changer votre température de nuit. Alors, il faut vous passer par le petit système, c'est-à-dire le petit bouton de climatisation. Et là, vous tapotez l'écran. Encore là, vous pognez une bosse, c'est fini. Vous avez tout déréglé. Vous avez chaud. Vous voulez avoir l'air climatisé, mais vous n'êtes pas capable parce qu'il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Et là, vous conduisez rapidement. Vous avez les deux mains fermes sur le volant. Vous tournez, vous êtes en train de monter le volume sans que vous vouliez monter le volume. Changez le cruise control, vous avez mis le volant chauffant. Là, je comprends que le concepteur de la planche de bord a une dure adolescence, là. Mais c'est correct d'avoir des boutons dans un auto. Il n'y a personne qui va s'en plaindre. Puis c'est quoi ça? T'avais peur de prendre ta douche avec les boys au secondaire après l'éducation physique?
Par chance, cette compacte sportive demeure hautement performante et amusante à conduire, tout en étant hyper polyvalente et facile à endurer au quotidien. Très peu de véhicules dans cette catégorie réussissent à véhiculer autant de belles qualités d'un seul coup. Malheureusement, la MK8 détrônera pas la MK7. C'est celle qui faisait tout parfaitement. C'est la meilleure au monde. OK, fait que là, il faut que j'aille dans freinage, tire, headlight, véhicule, freinage. Et voilà. J'ai réussi. C'était long, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, on parle frein. Salut, Hugo. Bonjour, Benoît. Important, les freins. On ne le dira pas assez souvent. Là, on va parler d'abord des plaquettes. Oui. Parce que ça, c'est un aspect important. Parle-nous de ce qu'on a devant nous, là. Oui, on a principalement 3 types de plaquettes. Céramique, qui donne un bon freinage et pratiquement pas de poussière sur les roues. Par la suite, on a semi-métallique, qui est une plaquette qui résiste un peu plus à la chaleur, mais fait plus de poussière sur les roues et sur la peinture du véhicule. OK. Puis le troisième, lui? Le troisième, c'est le carbone métallique, qui est un frein qui résiste énormément plus à la chaleur et est utilisé souvent sur les voitures sport, les camions qui chargent. Ah oui, camion qui remorque, donc qu'on a besoin d'utilisation intensive. C'est ça. OK, parfait. Donc, dans la qualité, qu'est-ce qu'on regarde là, quand on achète ça? Souvent, pour savoir si on achète des freins de bonne qualité, le prix est un bon indicateur, mais aussi, il faut se fier à l'honnêteté de notre marchand pour savoir si... Oui, parce que ça peut aller du simple au quadruple. 4 fois plus cher que le Puis prix de généralement, si on paye 4 fois plus cher, on a-tu des meilleurs freins? base. On a des meilleures qualités de freins, Et oui. puis je pense que vous avez quoi, 13 marques là en magasin? Oui, 13 marques pour cibler le bon besoin du client. Parfait. Là, on parle disque. On en a 3 devant nous. Parle-nous de ça d'abord, lui, ici. Là. Oui, l'entrée de gamme, qui est un bon disque, mais aucun traitement anti-rouille. OK. Donc, ça peut rouiller plus Fait que là, il est beau, mais si on le laisse dehors un mois, il va être brun. Il va être un peu plus rouillé, oui. OK. Là, même genre de disque, mais il y a un traitement anti-rouille. Oui, un traitement anti-rouille d'origine, de première qualité, qui ne contaminera pas les plaquettes de frein lors des premiers freinages, contrairement à certains enduits gris sur le marché. OK. Donc ça, c'est une qualité, c'est une bonne qualité, semblable à ce que vous avez d'origine sur le véhicule. C'est ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, on a celui-là ici, qui est un Euro-Rotor. Oui, Euro-Rotor, qui a plus de carbone à l'intérieur, donc résiste plus à la chaleur. Toujours là pour les gens qui ont des voitures sport. Voiture sport, les gens qui remorquent, donc ça va de pair avec les plaquettes de meilleure qualité. C'est ça. Bon. Même chose que les plaquettes, comment on note les bonnes qualités au niveau des disques? Là? Bien, les disques, encore là par le prix, mais aussi ce qui est l'avantage d'acheter des freins de qualité, la durée de vie plus longue, mais surtout la qualité de freinage. Oui, puis Il va les être beaucoup plus distances court. de freinage, ça, C'est il faut ça. le noter. Ça peut sauver des accidents. Bien, quelques mètres, c'est souvent assez pour sauver un accident. Ouais. Et finalement, il y a un peu d'entretien à faire, quelques conseils pour l'entretien pour avoir des performances optimales. Oui. Premièrement, lubrifier les points de friction sur les étriers au moins une fois par année. OK. Et puis aussi vérifier si le liquide de frein est dû à être changé. Ça peut être dû à changer. Oui, parce que ça, on oublie souvent que ça existe. Oui. Merci, Hugo. Pas besoin d'un gros V8 pour avoir du plaisir. Pas besoin non plus d'une voiture compliquée. L'important, c'est qu'elle communique tout ce qu'elle fait à son conducteur. Pour qu'il fasse corps avec la machine. Une sensation de légèreté et de maniabilité qui se traduit à une illusion d'être libre comme le vent. Ceci est la recette pour une voiture sport. Et je vous présente la Subaru BRZ. En 2010, lorsque Subaru et Toyota se sont alliés pour concevoir une voiture sport, plusieurs doutaient que le mariage fonctionne. Après tout, les moteurs à plat de type Boxster de Subaru n'avaient pas la réputation d'être très fiables. Et Subaru vendait ses modèles avec la promesse d'un rouage intégral. L'idée d'un coupé sport à propulsion au sein de sa gamme ne cadrait tout simplement pas avec son image de marque à l'époque.
Mais à la surprise de tout le monde, le modèle fut tout un succès, surtout pour les amateurs de conduite et performance. Commercialisé sous plusieurs noms à travers le monde, comme la Scion FRS, Toyota GT86, Toyota 86 et Subaru BRZ, le petit coupé sport s'est fait une renommée pour son agilité, sa répartition de poids, sa motorisation facile à modifier et le plaisir qu'il octroyait à son propriétaire derrière le volant. Surtout, ce bolide était fiable, honorant sans faille la réputation de Toyota, tout en démontrant qu'un moteur Subaru peut être fiable. Appréciant son succès commercial, Toyota et Subaru sont retournés à la table à dessin pour concocter ceci, la Subaru BRZ ou la Toyota GR86 de deuxième génération. Et oui, il change encore de nom. T'aimes-tu mieux Toyota ou Subaru? Je pense Subaru, surtout dans le Blue Rally comme ça. Mais tu sais que les deux ils ont vraiment été optimisés séparément. Hein? Fait que si tu prends une après l'autre, tu vas voir une différence à la conduite. Subaru l'a modifié là où ça compte, tout en conservant les qualités qui ont rendu l'original si populaire. Sa plateforme est un mélange entre l'ancienne et l'architecture Subaru Global Platform, SGP, qui supporte tout chez le constructeur, partant d'une Impreza à une Outback. Son capot et ses ailes avant sont faits en aluminium pour réduire le centre de gravité et de compenser pour le poids du nouveau moteur. Et quel moteur! Fini l'ancien moteur 4 cylindres 2 litres, qui nous donnait l'impression qu'il venait de perdre sa panne à l'huile lorsqu'on arrivait à 3500 tours. Clow! Ça repartait. L'ancienne BRZ manquait de punch, mais pas celle-ci, grâce à un tout nouveau moteur de 2,4 litres. Ce bloc, qui peut être offert avec la turbocompression sur d'autres modèles Subaru, propose maintenant 231 chevaux et produit un couple de 184 livres-pieds. Il s'agit d'une amélioration de 26 chevaux et 33 livres-pieds. Surtout, le couple s'active désormais beaucoup plus bas dans la plage de puissance, soit 3700 tours, au lieu de 6400. C'est plus linéaire. C'est pas juste... C'est... Tu veux garder ça en montage? Gardez-moi ça, hein? Pas de couvert de plastique, rien, on a accès à tout. Checker ton huile. La BRZ est encore une propulsion. Et bien qu'il est possible de l'équiper d'une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, il est préférable de la déguster avec une bonne vieille boîte manuelle à 6 rapports. Puis elle est le fun? Débile. OK. Grosse amélioration. Le levier de vitesse est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis, beaucoup plus de punch que l'ancien moteur, mais il aime encore monter dans les tours minutes. L'habitacle est beaucoup plus spacieux, mais l'infodivertissement, ça, on passera. Subaru en a profité pour revoir la qualité de l'habitacle. La BRZ est plus mature, mieux finie, plus confortable et plus spacieuse. Son instrumentation numérique nous ramène aux années 90 par ses pixels simples et grisés, tandis que l'interface multimédia maintient une simplicité d'opération remarquable. La position de conduite peut être personnalisée pour tout type de gabarit, ce qui est plaisant considérant la taille du véhicule. Bon, j'aurais mis une petite place pour le téléphone cellulaire, mais c'est moi. Amusante, communicative et juste assez puissante. La Subaru BRZ est une sportive comme il ne s'en fait plus. Et à un prix de départ de 31 533 $, c'est une vraie aubaine. Et profitons-en avant qu'ils deviennent trop grosses, lourdes et électriques. J'espère que vous avez encore une fois apprécié notre émission aujourd'hui. Dans l'actualité cette semaine, il y a quand même pas mal de matériel. Entre autres, à Montréal, Porsche a lancé un programme de location et d'abonnement Porsche Drive. C'est assez particulier. C'est pas un programme de location à long terme. C'est vraiment un programme de location à court terme. Imaginez-vous pouvoir louer une Porsche pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour 2 mois.
c'est selon votre choix. Ce programme-là a été lancé déjà au Canada dans d'autres villes importantes, dont Toronto. On a tout de même, jusqu'à présent, effectué 450 livraisons, quand même pas mal, à des clients qui sont membres. Il faut être membre, bien sûr, de Porsche Drive. Et vous avez accès à toutes les voitures, même les Porsche 911 et les Porsche Taycan. On parle de mensualités qui vont avoisiner les 4 500 $. On s'entend qu'on a des voitures qui valent très cher quand même, plus taxes et les frais. Mais ça inclut les assurances, les plaques, tout. Vous n'avez pas d'autres montants à débourser. C'est quand même pas mal intéressant. C'est un nouveau programme qui s'installe à Montréal. Ça peut être intéressant, surtout si vous êtes un acheteur en devenir de la marque Porsche. Bien, peut-être que ça va vous permettre de faire un essai au préalable, peut-être pour une semaine, pour vous donner vraiment une bonne idée de la voiture, si ça vous plaît ou pas. Et par la suite, vous aurez juste à passer chez le même concessionnaire et lui dire « J'en veux une, voici la couleur ». Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est un programme qui a été dévoilé par Porsche Canada cette semaine du côté de Montréal. Il fallait s'y attendre. Un recours collectif a été déposé contre Toyota Canada. Et les modèles visés sont les RAV4 hybrides de 2019 à 2021 qui souffrent d'un problème de corrosion du câble d'alimentation qui a donné beaucoup de maux de tête aux propriétaires. Du côté de Toyota, on mentionne c'est à cause des abrasifs qu'on met ici l'hiver. Mais chose certaine, il y a un citoyen de Québec, Jean-Thomas Landry, a parti le bal en mettant sur pied un groupe privé sur Facebook pour aider les gens qui avaient le même problème que lui. Le recours collectif demande que Toyota Canada s'acquitte des frais d'environ 7 000 $ pour remplacer le câble corrodé. C'est un câble qui est important pour le véhicule, bien sûr. En plus de dommages punitifs de 300 $ et ainsi que des dommages-intérêts compensatoires dont le montant serait déterminé au cas par cas. Ça dépend toujours des problèmes que ça a causé à chacun des propriétaires. Selon le cabinet d'avocats Adams, qui a pris en charge le recours collectif, il y a 43 000 Toyota RAV4 hybrides et RAV4 Prime au Canada. De ce nombre, 11 000 sont au Québec. Ça fait beaucoup de monde à compenser. Eh bien, le géant allemand Mercedes a devant lui un horaire chargé parce qu'on a décidé de changer son modèle d'affaires global. Et là, tenez-vous bien, il y a des nouvelles quand même qui sont intéressantes. Il y a des nouvelles du côté européen, mais il y a des nouvelles qui vont toucher quand même tous les concessionnaires Mercedes à travers le monde. Bon, dans un premier temps, Mercedes va réduire le nombre de ses voitures d'entrée de gamme de 7 à 4. Vous savez, les petits modèles CLA et GLA sont appelés à disparaître. On a décidé de se concentrer sur des voitures plus grandes et plus chères. Parce que c'est plus payant, évidemment, et ça assure une meilleure rentabilité de l'entreprise. Pour y parvenir, on a décidé d'investir plus de 75 % de son argent dans les véhicules du segment supérieur à la classe C. Alors, est-ce que la classe C va disparaître ou va devenir le modèle d'entrée de gamme? Je soupçonne que ça va être ça. Tout ce qui est sous la classe C, ça va disparaître ou ça ne sera pas renouvelé. On va aussi repenser le réseau de distribution. C'est là que le bas blesse un peu. On va faire appel à des agences pour revendre les voitures de Mercedes sur 15 marchés supplémentaires d'ici le milieu de la décennie, contre seulement 5 actuellement qui agissent comme des agences ou, si on veut, des sous-traitants de Mercedes. Ce sont des représentants pour la marque, pour le pays. C'est pas Mercedes qui est là. C'est vraiment la marque, un peu comme Penske l'a déjà fait avec la marque Smart aux États-Unis. Si tout se passe comme prévu, 80 % du volume réalisé en Europe le sera par le biais de vente direct d'ici 2025. On parle de diminuer et de surtout supprimer 10 % des concessions automobiles Mercedes du côté de l'Europe. Et 3 ans plus tard, il y aura jusqu'à 20 % des salles d'exposition en moins à travers le monde. Ça va toucher tous les pays dans lesquels Mercedes est présent. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, surtout pour des concessionnaires qui ont investi des véritables fortunes dans leur franchise. De plus, des salles d'exposition dédiées à AMG, Maybach et la classe G sont à l'ordre du jour. Alors, on pourra avoir des concessions dédiées à ces marques-là qui coûtent très cher, qui sont d'un prix excessif, c'est le cas de le dire. On veut aussi vendre en ligne. On sait que chez Peugeot, du côté de l'Europe, on voulait prendre le fameux format ou la méthode de Tesla, parce que vous savez que Tesla n'a pas de concession, n'a pas de concessionnaire, c'est de la vente en ligne seulement. Peugeot veut s'enligner
s'enligner vers ça. Ben voilà que Mercedes aussi, ils pensent sérieusement. Alors ça, c'est la nouvelle orientation que Mercedes est en train de repenser. Je pense surtout aux concessionnaires. Je pense qu'il faudra voir comment cette vague, ce tsunami de fermeture va se déferler chez nous. Le prix de tous les biens et consommations, bien sûr, augmente. Les véhicules électriques qui sont déjà chers, ils devraient se vendre encore plus cher, malheureusement. Vous savez qu'on s'oriente bientôt vers une pénurie de batteries pour les véhicules électriques. Déjà qu'on attend tout près de 2 ans pour obtenir son véhicule, c'est pas une bonne nouvelle. Et en plus de ça, on parle d'augmentations qui sont substantielles, qui sont même impressionnantes. Je vous donne un exemple. Du côté des États-Unis, Chevrolet a déjà annoncé, ça va être la même chose au Canada, a déjà annoncé une hausse moyenne de 3 700 $ pour leur modèle Camaro. C'est toute une augmentation quand on sait que dans les années passées, les augmentations se chiffraient entre 100 et 200, peut-être des fois 300 ou 400 $ par année. 3 700, ça commence à être beaucoup. Alors, il y a bien sûr une combinaison de facteurs, les microprocesseurs, le marché qui a changé, toutes les composantes aussi. On sait qu'on est dans une période actuellement où tout augmente. Alors, on n'aura pas le choix chez les constructeurs. On a décidé d'augmenter. Et finissons par une nouvelle agréable, peut-être même amusante. Eh bien, Kimi Räikkönen, vous savez, a abandonné la Formule 1 l'an dernier, a décidé de prendre sa retraite. Eh bien, c'est une retraite de la F1, mais pas une retraite du sport automobile, puisqu'il va participer à la prochaine course de NASCAR du côté de Watkins Glen, un circuit routier. Alors, déjà, Kimi Räikkönen qui fait son entrée dans la série reine américaine, c'est assez particulier, mais il y a déjà beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Il y a déjà beaucoup de monde qui disent qu'il devrait obtenir beaucoup de succès. En tout cas, ça sera à voir. Kimi Räikkönen qui a quand même un sacré bon coup de volant. La semaine prochaine à l'émission, on va vous présenter l'Elantra N, une voiture amusante, je vous le dis, j'ai eu le plaisir d'essayer cette voiture-là. C'est une voiture pas mal agréable et surtout si vous aimez un petit peu plus de tempérament dans votre conduite, l'Elantra N va pouvoir vous le rendre à merveille. On aura bien sûr le retour de Cinéparc, on n'a pas le sujet encore, on vous garde la surprise pour la prochaine émission. On aura aussi l'Atelier branché, avec Benoît Charette. Et bien sûr, on va terminer encore une fois avec une ribambelle d'actualité. Le monde de l'automobile n'arrête jamais. D'ici là, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous souhaite surtout bonne route. Soyez prudents.